On commence en 1750 en Amérique du Nord. Cela fait 150 ans que des colons en provenance d'Europe de l'Ouest, pour la plupart fuyant la pauvreté, les famines ou des persécutions religieuses ou politiques, viennent s'installer sur ces terres au détriment des millions d'autochtones appelés les Amérindiens qui y vivent depuis des milliers d'années. Sur la côte Est, la Grande-Bretagne a su s'imposer pour former 13 colonies où vivent 1,5 million d'âmes. Au nord, ceux-ci dépendent principalement de la pêche et du commerce, alors qu'au sud, le climat est idéal pour la culture de produits tels que le tabac, le riz ou le coton. De riches propriétaires terriens, appelés les planteurs, s'emparent de vastes territoires qu'ils exploitent en achetant des esclaves en provenance d'Afrique via le commerce triangulaire. Plus à l'ouest, la chaîne montagneuse des Appalaches forme une frontière naturelle. Derrière se trouve la vaste colonie française qui vit principalement du commerce des fourrures. La tension monte entre les colonies françaises et britanniques. Lorsqu'éclate la guerre de 7 ans en Europe, la Grande-Bretagne prend le dessus et s'empare de la Nouvelle-France. Les tribus amérindiennes qui y vivent s'unissent alors pour réclamer le départ des Britanniques et la reconnaissance d'un État leur appartenant. Pour calmer la situation, le gouvernement britannique dessine à la va-vite une réserve indienne entre les Appalaches, le fleuve Mississippi et les Grands Lacs. Ce qui ne plaît pas aux colonies qui voulaient en profiter pour étendre leurs possessions vers l'ouest. De plus, la guerre ayant coûté cher pour la Grande-Bretagne, le pays compte profiter de ces colonies pour rembourser ses dettes en y imposant de nouvelles taxes, ce qui fait encore monter la colère des colons. À Boston, pour protester contre les taxes imposées sur le thé, des colons déguisés en amérindiens grimpent à bord des navires de la Compagnie britannique des Indes orientales pour jeter les cargaisons de thé à la mer. Alors que la situation est tendue, des représentants de 12 colonies se regroupent à Philadelphie pour organiser le premier congrès continental. Ils y décident d'imposer un boycott des produits britanniques. L'année suivante, la guerre d'indépendance éclate. Elle oppose les insurgés, aussi appelés les patriotes, aux Britanniques et aux loyalistes. Le 4 juillet 1776, le second congrès continental proclame l'indépendance des États-Unis d'Amérique. La France y voit une opportunité pour venger sa défaite lors de la guerre de 7 ans. Ayant investi massivement dans sa flotte militaire, le pays a les moyens de concurrencer la Royal Navy. Le pays s'allie aux patriotes. L'Espagne et les provinces unies des Pays-Bas entrent à leur tour en guerre contre la Grande-Bretagne. En 1783, les patriotes l'emportent, contraignant les Britanniques à reconnaître l'indépendance du pays. Les États-Unis reçoivent les territoires jusqu'au Mississippi, alors que l'Espagne s'empare de la Floride. C'est la première fois qu'une colonie européenne obtient son indépendance. Le pays se dote d'une constitution fondée sur une séparation stricte des pouvoirs. Le pouvoir législatif, formé par le Congrès, vote les lois et les budgets. Le pouvoir judiciaire, avec la Cour suprême, fait respecter la Constitution. Et enfin, il y a le pouvoir exécutif avec un président des États-Unis, chef du gouvernement. D'autre part, les 13 États conservent leur souveraineté avec leur propre constitution et leur gouverneur. Il est décidé de construire la nouvelle capitale du pays, Washington, le long du fleuve Potomac. À l'ouest, chaque nouveau territoire ayant au moins 60 000 citoyens libres pourra former un nouvel État égal aux autres. Des pionniers partent s'y installer, chassant les tribus amérindiennes à l'ouest du fleuve Mississippi. En 1800, la France obtient de l'Espagne la Louisiane en échange du royaume d'Étrurie. Mais il est difficile de protéger ce vaste territoire lointain et encore mal connu. Craignant de perdre la Louisiane au profit du Royaume-Uni lors d'une prochaine guerre, il est décidé de la vendre aux États-Unis. Le Congrès finance alors des expéditions d'exploration vers l'océan Pacifique. En Europe, la France et le Royaume-Uni s'affrontent à nouveau. Les États-Unis tentent d'abord de rester neutres, mais suite à des tensions avec les Britanniques, entrent en guerre. Le pays échoue à envahir le Canada alors qu'un raid maritime britannique atteint Washington et brûle la ville. À la fin de la guerre, les États-Unis abandonnent leurs ambitions au nord et se tournent désormais vers le sud où l'Empire espagnol décline. Une incursion militaire en Floride permet après des négociations l'annexion du territoire. Tout à l'ouest, l'Oregon est partagé avec le Royaume-Uni. À l'est du Mississippi, 5 tribus amérindiennes s'étaient adaptées au mode de vie sédentaire et agraire des colons. Mais le Congrès décide de tout de même libérer les terres et de les chasser dans une réserve à l'ouest du Mississippi. En chemin, des milliers d'entre eux meurent d'épuisement.
Au Mexique, le Texas, qui est peuplé majoritairement par des colons en provenance des États-Unis, proclame son indépendance. Après une guerre, la République du Texas est créée et, en 1845, est annexée aux États-Unis. Mais la frontière étant mal définie, les deux pays entrent en guerre. Les États-Unis l'emportent et en profitent pour annexer le Nouveau-Mexique et la Californie, où la découverte d'or provoque une ruée qui attire des centaines de milliers de pionniers de toutes origines. La voie terrestre étant compliquée et dangereuse, des fonds privés investissent dans la construction d'un chemin de fer au Panama. L'État de Californie est admis, celui-ci est non esclavagiste. Le fossé se creuse entre les États du Sud, agraires et esclavagistes qui souhaitent voir leur modèle s'étendre vers l'Ouest, et le Nord, industriel et abolitionniste. En 1860, Abraham Lincoln, hostile à l'esclavagisme, est élu président du pays. En réaction, les États du Sud font sécession un à un et se réunissent pour proclamer la création des États confédérés d'Amérique. Commence alors la guerre de sécession qui oppose les unionistes du Nord aux confédérés du Sud. Le Nord met en place un blocus maritime sur la côte atlantique, empêchant tout soutien en provenance d'Europe et bloquant les exportations de coton. En 1865, le Nord l'emporte et en profite pour imposer sa politique. L'esclavagisme est aboli, 3,5 millions d'esclaves sont affranchis. Mais les Afro-Américains sont désormais victimes de ségrégation et de racisme, notamment via l'apparition du Ku Klux Klan, une organisation suprémaciste blanche. Beaucoup migrent alors vers le nord, alors que d'autres se regroupent dans les villes. L'Empire russe, craignant de perdre l'Alaska au profit du rival britannique, choisit lui aussi de vendre son territoire aux États-Unis. Pour accélérer la conquête de l'Ouest, le gouvernement finance la construction de lignes de chemin de fer transcontinentales. Dans le centre du pays, l'invention de nouvelles machines agricoles permet l'exploitation intensive des terres. D'immenses plantations de blé, de maïs et de vastes pâturages apparaissent aux dépens des 250 000 derniers Amérindiens qui sont casés dans des réserves. D'autre part, les nombreuses richesses découvertes dans les sols permettent un développement rapide de l'industrie. Depuis le vieux continent, le pays est vu comme un Eldorado. Fuyant la misère ou des persécutions religieuses, de nombreux Européens du Sud et de l'Est migrent vers les États-Unis, où ils forment une nouvelle main-d'œuvre bon marché. Mais le boom industriel ne profite réellement qu'à une minorité. Seule une élite s'enrichit très vite en s'emparant de monopoles dans des secteurs tels que l'acier, le chemin de fer, le pétrole ou les banques au détriment des ouvriers et des paysans, dont des femmes et des enfants qui travaillent dans de rudes conditions. Un peu partout, des grèves ont lieu pour réclamer des droits, mais celles-ci sont souvent matées dans la violence par des milices privées ou par la garde nationale. Alors que les puissances européennes se partagent une bonne partie du monde, les États-Unis s'intéressent à leur tour à l'international. Après avoir annexé Hawaï au milieu de l'océan Pacifique, le pays se tourne vers Cuba où a lieu une révolte contre les Espagnols. Les États-Unis soutiennent les indépendantistes cubains. Après l'explosion mystérieuse d'un navire de l'US Navy dans le port de la Havane, la guerre éclate entre l'Espagne et les États-Unis. Les États-Unis l'emportent, obtiennent l'indépendance de Cuba et s'emparent de Porto Rico, de l'île de Guam et des Philippines. Le pays devient à son tour une puissance coloniale. En Colombie, une société française a entamé la construction d'un canal qui reliera les deux océans. Cela raccourcirait considérablement le trajet entre la côte est et la côte ouest des États-Unis. Le pays rachète le projet, puis intervient pour soutenir l'indépendance du Panama. Le nouveau gouvernement offre aux États-Unis une bande de terre de 16 km pour finaliser la construction du canal qui est inauguré en 1914. En Europe commence la Première Guerre mondiale. Les ouvriers et les paysans se retrouvent au front, l'industrie du continent tourne au ralenti. L'industrie des États-Unis prend alors le relais et malgré la neutralité du pays, vend à crédit des munitions, de la nourriture, des habits ou des automobiles aux pays de l'Entente. En réaction, l'Allemagne tente d'imposer un blocus maritime en coulant les navires marchands dans les eaux britanniques. En 1917, un télégramme allemand destiné au Mexique est intercepté. Celui-ci propose une alliance militaire contre les États-Unis. Cette fois, le pays entre en guerre aux côtés de l'Entente. 2 millions de soldats sont envoyés sur les fronts européens, 116 000 y meurent. Après la victoire de l'Entente, l'Europe est endettée vis-à-vis des États-Unis. L'économie du pays est prospère.
Dans les usines, le travail à la chaîne fait exploser la production et diminuer les prix. La hausse du pouvoir d'achat et les crédits font exploser les ventes d'automobiles, de toutes sortes d'électroménagers et d'actions en bourse. Hollywood devient une usine à stars. Grâce aux ventes de radio, des styles de musique tels que le jazz deviennent populaires. À New York principalement, des clubs de nuit ouvrent, l'alcool y coule à flot. Le gouvernement, plus conservateur, tente d'endiguer le phénomène en votant la prohibition. Il est interdit de produire, de transporter ou de vendre de l'alcool. En réaction, des milliers de bars clandestins ouvrent dans tout le pays. Des réseaux mafieux s'emparent du marché et s'enrichissent rapidement. Le Sud ne profite pas de la prospérité. La chute des prix des produits agricoles plonge la région dans la pauvreté. Le Ku Klux Klan reprend de plus belle. Cette fois, en plus des Afro-Américains, les catholiques, les juifs et les immigrants sont visés. L'organisation atteint les 5 millions de membres, puis est interdite après des lynchages. En 1929 a lieu le krach boursier de Wall Street. L'économie du pays s'effondre. En quelques années, les faillites des entreprises et des banques poussent un quart de la population active au chômage. Alors que la prohibition est annulée, des mesures sont prises pour tenter de relancer l'économie et d'améliorer les conditions de travail. En Europe éclate la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis, bien qu'officiellement neutres, se préparent à la guerre en remettant le service militaire. De plus, le pays vend des armes principalement au Royaume-Uni et à l'URSS. Dans l'océan Pacifique, pour freiner l'expansion du Japon impérialiste allié à l'Allemagne nazie, les États-Unis imposent au pays un embargo sur l'acier et le pétrole. En réaction, le Japon attaque par surprise le port militaire de Pearl Harbor, obligeant les États-Unis à rentrer en guerre. Le pays se lance secrètement dans un programme de recherche afin de créer la bombe atomique. En 1945, les Alliés viennent à bout de l'Allemagne. L'URSS et les États-Unis s'unissent ensuite contre le Japon. L'invasion terrestre des Soviétiques et les 2 bombes atomiques envoyées par les États-Unis sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki obligent le Japon à capituler à son tour. À la fin de la guerre, les États-Unis soutiennent la création de l'ONU, dont le rôle premier est de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. L'Europe est en ruine et épuisée par la guerre, les États-Unis et l'URSS sont désormais les 2 grandes puissances mondiales. Après la Seconde Guerre mondiale, l'URSS et les États-Unis jouent de leur influence en Europe. Les États-Unis sortent le portefeuille avec le plan Marshall, alors que l'URSS soutient la montée au pouvoir de gouvernements pro-communistes dans les pays de l'Est. Le vieux continent se retrouve divisé par le rideau de fer. L'URSS et les États-Unis se lancent dans une guerre froide, c'est-à-dire sans affrontement direct, mais avec une course à l'armement. Les États-Unis, étant épargnés par les ravages de la guerre, ont une avance industrielle, économique et militaire. À l'intérieur du pays, les fonctionnaires fédéraux sympathisant aux idées communistes sont licenciés, alors qu'Hollywood devient un moyen de propagande anticommuniste. À l'international, le pays entame une politique interventionniste. Il s'agit d'endiguer à tout prix l'expansion du communisme. Le pays intervient, notamment en Grèce, en Chine, puis s'engage militairement en Corée et au Vietnam. L'URSS, de son côté, investit massivement afin de rattraper son retard. Après avoir à son tour développé l'arme atomique, le pays est le premier à envoyer un satellite en orbite, puis surenchérit en envoyant le premier homme dans l'espace. Les États-Unis lancent alors le programme Apollo afin d'être les premiers à fouler le sol lunaire. À Cuba, une tentative de renverser le nouveau gouvernement communiste échoue. L'URSS en profite pour s'allier au pays et y installer des missiles nucléaires en direction des États-Unis. Alors que la tension atteint son paroxysme, au bord d'une nouvelle guerre mondiale, un accord est finalement trouvé, l'URSS se retire de l'île. Aux États-Unis, de plus en plus de mouvements en faveur des droits civiques prennent de l'ampleur, obligeant le pays à revoir sa politique sociale. Les Afro-Américains entament des actions non violentes afin de lutter contre la ségrégation. Les femmes qui sont de plus en plus nombreuses à travailler réclament plus d'égalité salariale. Les Amérindiens aussi revendiquent de pouvoir vivre dans de meilleures conditions. De plus, alors que le pays s'enlise dans la guerre du Vietnam, des mouvements pacifistes, étudiants et hippies réclament la fin de la guerre. En 1969, le pays envoie le premier homme sur la Lune. Dans le monde, des millions de téléspectateurs observent l'événement en direct sur leur télévision. À l'international, le pays tente d'apaiser la situation en se rapprochant de la Chine et de l'URSS.
Des accords sont signés pour entamer un désarmement progressif du nucléaire. Au Moyen-Orient, le pays soutient Israël lors de la guerre du Kippour, ce qui lui vaut de subir un embargo sur le pétrole imposé par les pays de l'OPEP. Au Vietnam, après des négociations, les États-Unis retirent leur armée du pays. 2 ans plus tard, les communistes l'emportent, l'image des États-Unis est ternie. L'URSS en profite pour intensifier sa politique internationale. Le pays occupe l'Afghanistan. En réaction, les États-Unis soutiennent militairement les Moudjahidines. En Amérique centrale, le pays intervient aussi au Nicaragua et au Guatemala pour contrer les révolutionnaires communistes. En Iran, après une révolution, le pays devient une république islamique qui s'oppose à la politique des États-Unis. Ces derniers renforcent alors leur présence militaire au Moyen-Orient afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement du pétrole. Côté soviétique, l'URSS a du mal à contenir les révolutions en Europe de l'Est. L'économie du pays se porte mal et malgré des tentatives de réforme, en 1991, l'URSS s'effondre, marquant la fin de la guerre froide. Les États-Unis sont désormais l'unique grande puissance mondiale. Alors qu'au sein du pays, la population réclame plus d'investissements pour lutter contre la pauvreté, la criminalité, les gangs et la drogue, le pays continue sa politique extérieure afin de devenir le gendarme du monde. Lorsque l'Irak envahit le Koweït, qui détient alors 9% des réserves de pétrole connues au monde, les États-Unis forment une coalition et neutralisent l'armée irakienne. Une liste des pays considérés comme voyous qui menacent la paix et la stabilité dans le monde est établie. Ceux-ci subissent des blocus et des embargos. Au Moyen-Orient, la présence militaire d'un allié d'Israël dans la région dérange les islamistes radicaux, dont le groupe terroriste Al-Qaïda à la tête duquel se trouve Oussama Ben Laden, un ancien allié de la guerre d'Afghanistan. Les installations des États-Unis sont visées par des attentats terroristes. Le 11 septembre 2001, les États-Unis sont victimes d'attentats terroristes sur leur territoire. Cette fois, le terrorisme est le nouvel ennemi du pays. Mais celui-ci est plus difficile à combattre car les organisations terroristes fonctionnent discrètement, en réseau mobile et sans frontières. Après s'être lancé dans une guerre contre les talibans en Afghanistan, le pays durcit le ton face à la Corée du Nord, à l'Iran et à l'Irak qu'il considère comme l'axe du mal. Une nouvelle guerre est lancée contre l'Irak, mais cette fois le pays s'embourbe face aux groupes terroristes. En 2008, une crise économique met l'économie mondiale à mal. Le pays tente alors de relancer son économie, notamment en boostant l'extraction du pétrole de schiste sur son territoire. Aujourd'hui, la politique interventionniste du pays est de plus en plus confrontée aux nouvelles puissances que sont la Russie et la Chine. Les États-Unis restent cependant la première puissance économique et militaire.